Bonsoir, chère assistance, chers panélistes. Bienvenue au cycle de webinaires et conférences organisées par l'école ESSESCA Paris Campus de Rabat. L'ESSESCA a l'ambition de créer un dispositif de formation continue en appui au chantier de modernisation et de la refonte du système de santé, un projet initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Dans cette optique, l'ESSESCA Paris Campus de Rabat a annoncé 3 nouvelles formations pour l'année 2022, à savoir un certificat e-santé télémédecine, un MBA en management hospitalier et management des établissements de soins, un MBA en ingénierie hospitalière pour l'architecture et les conditions d'architecture en milieu hospitalier. Aujourd'hui, on va discuter une thématique assez rarement discutée dans les forums et dans les cycles de formation et webinaires dans le domaine de la santé, la thématique du management du risque au niveau des établissements de soins à l'épreuve de la crise de Covid-19. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir parmi nous des doctissines et des docteurs et des professeurs. Nous avons avec nous professeur Najib Amral. Professeur Najib Amral, c'est un spécialiste, médecin spécialiste en néphrologie et en transplantation rénale de l'Université Paris 6 de Paris. Vous êtes aussi ancien professeur des hôpitaux des armées françaises, secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins et président du syndicat des néphrologues privés du Maroc. Bienvenue, professeur. Nous avons aussi le topissime professeur Yassir Sfiani, professeur en chirurgie vasculaire, donc bien sûr le CV de professeur Sfiani se pèse au culot, par un nombre de pages, et ancien directeur du CHU médicinal de Rabat, responsable du projet de construction du CHU de Tanger et du CHU de Côte d'Ivoire, Madagascar, Conakry, expert en économie de santé et membre de plusieurs commissions nationales, notamment la commission de réflexion pour la réforme du CHU, la commission de bioéthique, et surtout un grand manager hospitalier. Il a une grande expérience en tant que directeur médical et directeur de plusieurs établissements de santé privés. Bienvenue, professeur Sfiani. Merci pour l'invitation. Nous avons aussi, professeur parmi nous, le professeur Ahmed Moudin. Vous êtes professeur de traumatologie orthopédique à la faculté de médecine de Rabat, spécialiste du service de santé des armées en chirurgie générale de Val-de-Grâce à Paris, ancien directeur d'hôpital, donc plusieurs expériences en tant que directeur d'hôpital, manager d'hôpital, et bien sûr inspecteur des services de santé militaires et un manager hospitalier aussi. Bienvenue, professeur Moudin. Merci beaucoup. Nous avons avec nous aussi professeur Souiyah Mustafa. C'est un médecin, il va nous rejoindre dans quelques minutes. C'est un médecin créateur, innovateur. Il est chirurgien spécialiste en chirurgie oncologique et il est aussi spécialiste en médecine régénérative et thérapie aux cellules souches. Bien sûr, il est parmi les rares médecins au Maroc qui exercent cette discipline. Il est aussi très actif dans le domaine associatif, notamment la sensibilisation et la prévention des cancers. Également auteur de plusieurs livres et œuvres scientifiques. Et nous recevrons bientôt, à partir de Tanger, le professeur Ben Ali Ben Nasser. C'est le dernier de nos professeurs. C'est un professeur en santé au travail, médecine de travail à la faculté de médecine de Rabat et responsable de la santé au travail au CHU et au SINA. Comme vous savez, le domaine du management hospitalier a été vraiment perturbé lors de la crise du coronavirus et particulièrement certaines disciplines ont été particulièrement touchées, notamment les pathologies chroniques et les pathologies lourdes. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de faire et d'inviter des spécialistes dans le domaine spécialement touchés, notamment les maladies rénales, les hémodialysés, les maladies psychiatriques et bien sûr le cancer. Je vais commencer par vous, professeur Najib Amral. Donc, comme vous savez,
Au vu de leurs particularités, les patients avec une insuffisance rénale chronique ont été particulièrement affectés par la crise de la COVID-19. Donc, ce sont des patients fragiles et qui sont souvent ayant de multiples comorbidités associées. Selon vous, gérer des hémodialysés en temps de COVID, en temps de crise, en temps de pandémie, impose quoi? Et quels sont les risques ou défis, les différents ordres, bien sûr, d'ordre administratif, d'ordre financier et d'ordre plutôt médical à gérer dans ce genre de situation? Merci, Raja. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce webinaire qui est vraiment qui a un grand intérêt et qui est d'actualité. Pourquoi d'actualité? Parce que nous sommes toujours en crise sanitaire. Cette crise sanitaire qui évolue pratiquement depuis plus de 2 ans. Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire avec toutes ses répercussions, à la fois donc sur le plan médical, sociétal, économique, financier. Nous sommes toujours en crise sanitaire. Et donc, c'est un choix judicieux, le management, parce que comme le management, comme son nom, nous sommes dans une école de finance et de commerce, comme son nom l'indique, le management, c'est une gestion. C'est une gestion donc à plusieurs niveaux. Donc, on va se limiter, je pense, quand on va parler des structures hospitalières aujourd'hui, c'est-à-dire au secteur privé. Donc, il y a le médecin qui a géré donc, le côté tout ce qui est médical, mais en même temps, il a fait une entreprise, donc il y a un côté économique et financier incontournable. Et donc, cette crise sanitaire, vraiment qui a marqué l'année 2020-2021, a laissé beaucoup de traces. On va essayer au cours donc, de ce webinaire, tout le monde va essayer de le voir. Mais moi, je pense que j'ai réfléchi, comme vous m'avez posé la question hier et aujourd'hui, je pense qu'il est important, c'est-à-dire de cette crise sanitaire qui a commencé pratiquement depuis plus de 2 ans, dans plusieurs étapes. C'est très important, parce que le management en mars 2020 est différent du management en mars 2021 et différent à la gestion d'aujourd'hui. Et donc, c'est très important, je vais insister rapidement sur la crise sanitaire. Quand elle a commencé début 2020, en février, et puis après sa déclaration par l'OMS comme une pandémie en mars, donc tout le monde était chamboulé. Partout, donc, tous les systèmes de santé, ils étaient mis à nu. C'était vraiment une façon généralisée pour une fois. Donc, la panique était généralisée et démocratique dans tous les continents. Et donc la première phase, c'est très important, c'est la première phase, c'est la phase de début qui était marquée, donc, pratiquement qui a débuté en mars, vers pratiquement la moitié de l'année 2020. C'était la première phase qui était marquée par la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, les mesures de confinement, les restrictions, la fermeture des endroits publics, etc. Et donc, cette période qui était très, très, très critique sur le plan administratif, et en parallèle, c'était le début de la maladie, une maladie inédite qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait, et qui vient de débuter par une symptomatologie mystérieuse. Tous les jours, on découvrait un symptôme, pratiquement il est devenu systémique comme une maladie de système, tous les organes étaient touchés, et en même temps, on ignorait tout de sa physiopathologie, des moyens de diagnostic. C'était vraiment donc une maladie inédite, mystérieuse, lunatique, à double visage, alors que le patient, il était normal, il peut se compliquer du jour au lendemain. Et donc ça, c'était ce qui faisait la gravité au départ, c'est une maladie inconnue, mystérieuse, et dont on ne connaît rien, et surtout avec les mesures de restriction. Et puis après, donc progressivement, en juin, juillet, il y a le levé des restrictions, et on commençait à cohabiter avec cette maladie. On connaissait un petit peu mieux sa physiopathologie, on connaissait mieux ses complications, notamment thromboembolie, sa composante pulmonaire qui nécessite de l'oxygène, etc. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et puis après, fin 2020, il y a l'espoir pour la vaccination. Toutes les équipes travaillaient. Au Maroc, je reste au Maroc. Fin décembre 2020, début janvier, c'était l'espoir. Donc l'espoir qui a remplacé l'inquiétude, l'incertitude. Donc la vaccination, les gens étaient rassurés. Et au fur et à mesure,
on s'habitue avec cette maladie, on cohabite avec cette maladie, et de temps en temps, il y avait des émergences donc, de nouveaux variants, Delta, et en fin de compte, Omicron, et les médecins et tous les médecins de tous les secteurs continuent à cohabiter. Et donc là, je reviens en ce qui concerne la néphrologie, plus particulièrement la population des dialysés chroniques. Je rappelle qu'au Maroc, il y a à peu près 33 000 dialysés, dont 70% sont pris en charge dans le secteur privé. Donc pratiquement, plus de 2 tiers sont pris en charge. Et malheureusement, c'est un traitement obligatoire. Ce n'est pas comme une chirurgie froide, ce n'est pas la cataracte, etc. C'est un traitement obligatoire que les patients doivent subir et doivent continuer à recevoir 3 fois par semaine. Je rappelle pour les gens qui ne sont pas médecins, c'est 3 fois par semaine et chaque séance dure 4 heures. Et si on arrête la dialyse, ils vont mourir. Et donc, imaginez qu'au début de la crise sanitaire, avec toutes les restrictions, interdiction de déplacement, pas de moyens de transport, etc. Et donc, ces patients, ce sont des patients vulnérables. Donc, si on prend 100 patients dialysés, 40 ils sont en dialyse parce qu'ils sont diabétiques, 30 ou 40% hypertoniques, donc ce sont des patients donc, à risque, diabète, vulnérable, pathologie cardiovasculaire, comorbidité, et en plus donc, de ces facteurs de risque, que ce soit liés à leur maladie, facteurs de risque pour la Covid, et en plus il y a une promiscuité. C'est des gens qui restent 4 heures dans une salle de dialyse avec le personnel, donc c'était la population les plus exposées, parmi les populations les plus exposées, avec une surmortalité partout dans le monde. Et nous, au Maroc, on estime qu'on a eu une mortalité voisine de 15 à 20%. La population. Dans les centres de dialyse. Donc, c'était très difficile de gérer le côté médical, donc tous les jours. Donc, il faut surveiller la température, voir, etc. Et quand vous avez un cas suspect, c'était la catastrophe, parce que vous vous rappelez très bien, au début de la pandémie, quand les autorités trouvaient un cas positif, ils fermaient la structure, ils mettaient les médecins et leur personnel à la quarantaine, et là, vraiment, on a passé des mois très durs. Et à chaque fois, au départ, il y avait une prise en charge donc des patients qui étaient Covid positifs, qui étaient pris en charge par des centres dédiés par le ministère de la Santé, mais progressivement, donc, les centres étaient vraiment submergés par le Covid, et donc chaque centre prenait ses propres patients et les gérait, et on a eu une mortalité très lourde, parce qu'il y a eu pas mal de patients qui nécessitaient un séjour dans un milieu spécialisé en réanimation, soit par manque de place en réanimation. Est-ce qu'il y a un chiffre par rapport à la mortalité, spécialement dans nous n'avons pas la population immobilisée? Nous n'avons pas, mais si par exemple, je ne fais pas de statistiques, mais par exemple en France, ils ont eu entre 15 et 20% de population. Nous, on devait avoir les mêmes chiffres, surtout pendant la première phase. Et si la première phase était très mortelle, également pour la deuxième Delta en août 2021, et donc la dernière Omicron, peut-être elle est moins létale, mais c'est toujours des dégâts. Nous, pratiquement dans tous les centres, c'est vraiment donc abandonné, mais il est toujours laissé, surtout pour les sujets âgés, et les diabétiques et les obèses. Et donc, il y a eu un impact très important sur le plan médical, mais également un impact sur le plan économique. Vous vous rappelez très bien au départ, il y avait d'une part la pénurie des moyens de protection, les masques, les gants, les moyens de désinfection, mais quand on les trouvait à des prix vraiment inimaginables. Et je peux vous donner des exemples. On achetait avant donc, la crise sanitaire le paquet de masques à 20 dirhams. Et nous l'avons acheté en marché noir pendant la crise à 550 dirhams. Et actuellement, donc, malgré donc, la baisse, il est toujours se situe autour de 80 dirhams, donc c'est 15 fois moins. Donc, beaucoup de dépenses. Et là, donc, je ne vais pas vraiment laisser les amis parler, mais je dis à côté de cette mortalité et de cette morbidité liée au Covid, en parallèle, nous avons perdu beaucoup de patients par manque de prise en charge, dans les exemples des patients qui ont raté leur rendez-vous avec leur endocrinologue, avec le cardiologue. Il y avait une tumeur, par exemple, cérébrale, qu'on n'a pas pu les opérer parce que tous les services étaient donc submergés par les
commission. Et donc, on va continuer les débats après l'intervention de Professeur Amra, je vais vous demander de porter la casquette du secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins. Et cette fois-ci, je vais vous demander quelles sont les mesures que vous avez déployées afin de gérer cette crise au milieu sanitaire pendant cette période de pic de la crise. Et il y avait beaucoup d'initiatives de la part du Conseil national de l'ordre des médecins. Peut-être ils n'ont pas été tellement médiatisés. C'est l'occasion de faire un zoom sur tous ces efforts. Voilà, donc merci de m'avoir posé cette question pour parler un peu donc, de l'action et de l'instance ordinale. Comme vous savez, donc l'ordre des médecins au Maroc, c'est un ordre de tous les médecins des 4 secteurs, des médecins du secteur public, privé, universitaire et des médecins militaires. Donc le rôle donc, de l'ordre, c'est pas un syndicat, il ne défend pas voilà, tout ce qui est professionnel, il défend la profession médicale et à travers la profession médicale, il défend l'intérêt des patients, des citoyens. Donc, pour revenir c'est important de souligner que l'ordre, ce n'est pas l'ordre des médecins, mais plutôt c'est un ordre des patients. La profession. Il défend la profession, il ne défend pas les intérêts professionnels d'une catégorie des médecins. Il défend la profession médicale. Et à travers cette profession, il défend les intérêts des citoyens. Et donc, depuis le début de cette crise sanitaire, depuis l'éclosion de la Covid, en février-mars 2020, et surtout après l'instauration de l'état d'urgence, des mesures de confinement, etc., et donc notre système de santé, et donc ça, c'est pas un secret pour tout le monde, était vraiment mis à nu, avec une aggravation de tous les points d'insuffisance, de fragilité, c'est vraiment la catastrophe. Et donc, le Conseil de l'ordre de médecins a pris l'initiative, et donc, voilà, de constituer ce qu'on appelle une cellule de crise, une cellule de crise donc, du Conseil du plan. C'est comme dans le langage militaire, c'était comme une cellule de catastrophe, comme un PC de commandement, etc. Donc, cette cellule de crise, il a pris la commande. Donc, et qui a permis, donc, d'une part, qui avait pour objectif de mobiliser les médecins de tous les secteurs, privés, publics, etc., de défendre les intérêts des médecins en cette période de pandémie. Les médecins du secteur privé, ils n'avaient pas les moyens de protection, ils n'avaient aucun moyen de protection, fermer leurs cabinets, les structures, etc. Il a entamé beaucoup de démarches pour sensibiliser donc, la population, les médecins. Et il intervenait auprès de toutes les autorités, le chef du gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Intérieur, pour corriger plusieurs points donc, qui nous paraissaient un petit peu des attitudes maladroites. Et je donnerai l'exemple, on a mis beaucoup de pression pour changer cette attitude, parce qu'au départ, à chaque fois qu'on trouvait un cas dans un établissement de santé, on fermait le centre de santé, la clinique privée, etc. Et donc, ça, c'était très important. Et puis après, pendant la flambée de la pandémie en milieu de travail, nous avons constitué donc, des groupes qui ont travaillé avec le ministère de l'Industrie, avec les médecins de travail. Nous avons constitué un comité scientifique qui regroupe toutes les sociétés savantes qui a émis des recommandations, aussi bien en période de crise qu'après la levée des restrictions. Et donc, nous avons aidé donc, plusieurs médecins donc, à surmonter donc, les cas, et surtout donc, les médecins donc, des secteurs donc, les cliniques qui ont manifesté leur volonté depuis le départ d'aider leurs collègues dans le secteur public, qui sont portés volontaires. Et donc, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de médecins dans tous les secteurs, plus de 270 médecins qui sont victimes. C'est des jeunes médecins, tous les secteurs à qui on rend hommage aujourd'hui. Et donc, l'intervention du plan, elle était pendant toute cette période continue, à chaque fois que c'est nécessaire, soit auprès du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, toutes les autorités, pour essayer de résoudre les problèmes. Merci beaucoup, docteur professeur Amra, pour ces éclaircissements. Tu dis
Bienvenue à Dr. Mustafa qui vient de nous rejoindre. Je vous ai déjà présenté, Inch'Allah, vous êtes un médecin innovateur. Je vous ai dit que vous êtes spécialiste en chirurgie oncologie. Vous êtes aussi spécialiste parmi les rares médecins marocains qui exercent la thérapie au sein des souches. Vous êtes aussi très engagé dans le domaine créatif, dans le domaine de la sensibilisation, de la préservation et de la prévention du cancer, auteur, c'est un aspect qui est un petit peu caché. Vous êtes écrivain, acteur, vous avez plusieurs livres, vous avez participé à des livres, à des articles. Comme vous savez, la continuité des soins anticancéreux, tout en luttant contre une pandémie aussi lourde que la COVID-19, surtout lors de la première vague. Selon l'OMS, 122 pays sur 163, les services de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment la cancérologie, étaient totalement perturbés et désorganisés. À votre avis, quelles sont les mesures à mettre en place à moyen, court terme, à moyen terme, à long terme dans une structure de soins en cancérologie afin de lutter, afin de faire face à certaines crises, notamment les crises épidémiologiques? Merci, docteur Fanny. Moi aussi, je suis content d'être parmi vous, parmi mes amis, collègues ici présents. Et c'est vrai que la question est très intéressante parce que nous avons remarqué à partir du début de cette crise sanitaire que les non-malades, c'est-à-dire les malades atteints de cancer, on avait hésité à venir nous voir, hésité à passer soit au centre anticancéreux, soit au cabinet. On l'a bien précisé au prédicateur. Alors, et là, ça posait un problème de retard de diagnostic surtout. Ça posait un problème de retard de diagnostic, donc retard de prise en charge. Et qui dit retard de diagnostic ou retard de prise en charge, dit métastase, passage d'un stade à un autre. Donc, ça, c'est malheureux. Mais ceci dit, il y avait des équipes qui étaient engagés. Moi-même, j'étais parmi une équipe qui contenait 125 médecins et on essayait de travailler en télémédecine ou via les réseaux sociaux, c'est-à-dire les moyens d'Internet et tout. Et on rassurait les gens de ne pas venir. Ça, parce qu'il y avait des restrictions déjà de la part des autorités. Pour les déplacements des contre-villes, comme vous savez tous. Et aussi, il y avait cette peur du patient lui-même, de la patiente, à aller vers l'hôpital et choper le fameux virus, Covid-19. Donc, il y avait des urgences, et les urgences étaient vues, bien sûr, et bien reçues par nos confrères. Et on a instauré des unités de vigilance, surtout, et de bien prendre en charge, surtout de ne pas interrompre le processus de diagnostic, traitement et suivi. Donc, c'était notre objectif premier. Et dans ce sens, on vous avait parlé des livres et tout, moi j'aimerais bien vous présenter, conseiller à tous les Marocains de lire cet ouvrage qui est l'œuvre d'un groupe de médecins et de médecins marocains et étrangers. Et il est en français et en anglais. Donc il y a des Américains avec nous. Moi je suis co-auteur. Je remercie surtout M. Al-Haq Najib, Imam Kandili et Professeur Toufir qui ont pris les directives de cet ouvrage. D'ailleurs, Dr Imam Kandili devait être parmi nous aujourd'hui, sauf qu'elle s'est excusée parce qu'il a eu une chance. Exactement. Là, il était traduit aux États-Unis. C'est réduction des risques de manifeste. Harm reduction de manifesto. Donc, ça fait une parenthèse. Je reviens à cette fameuse période de Covid. C'est vrai, il y avait des perturbations. C'était un petit handicap, pas vraiment intense, parce qu'on a suggéré la prise en charge et la réception de nos malades. Sur la question de la continuité de soins, on sait que dans le domaine de l'oncologie, l'importance est de pouvoir avoir cette continuité de soins. Exactement, oui. Et pendant
je parle de la première vague spécialement, c'était très, très difficile d'assurer cette continuité avec le confinement, les déplacements intervilles. Tout à fait. Et S'il y a des mesures concrètes à mettre en place dans chaque structure, ou bien d'autres systèmes de santé en globalité pour pouvoir lutter contre ces perturbations, donc se placer en amont dans une approche anticipative pour éviter qu'un jour, s'il y a un problème, s'il y a un risque quel que soit, ce qui impactera la prise en charge, il n'y aura plus d'impact de la prise en charge, surtout quand nous sommes en train de vivre une refonte globale de notre système de santé, un projet qui est initié par Sa Majesté le Roi. la seule approche, c'est qu'il faut qu'il y ait des équipes de vigilance présentes et à tout moment. Et bien sûr, avec le système national de santé dans sa globalité, que ce soit dans le secteur public ou privé, ou CHU ou militaire. Et ça, je pense qu'on en est conscient au Maroc. Et il y avait surtout le problème qui pouvait se poser peut-être, c'est des fois la rupture des antimitotiques, c'est-à-dire des anticancéreux, parce qu'il n'y avait pas il y avait des fermetures des frontières, aériennes, et tout ça, donc ça posait un petit problème. Mais je pense que maintenant, tout est réglé, tout est dans l'ordre. Merci infiniment, professeur. Et je passe à professeur Moudine. Là, c'est le manager hospitalier qui va parler, qui va évoquer la question. Comme vous savez, professeur, la crise coronavirus est une ampleur particulière. Exigeant un système de santé, et notamment hospitalier, une réactivité de la même ampleur de la crise. Quelles sont, à votre avis, les leçons à tirer ou bien les enseignements? Comment surtout elle a été perçue, cette crise, pour ceux qui l'ont vécu, qui l'ont gérée? Merci, madame. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le responsable de l'école, de l'Institut, pour cet excellent choix thématique. Ce que je voudrais bon point. Merci. Et deuxièmement, ça m'a poussé un petit peu à me mettre à jour parce que, exerçant actuellement dans un cabinet de traumatologie orthopédique, un ancien retraité, ça m'a permis enfin de rattraper mon retard. Parce que j'étais obligé de voir un petit peu ce qui s'est passé, ce que se passera peut-être l'avenir. Bien. Et ce sera peut-être un enrichissement, ce que vous faites, ce sera un enrichissement pour tout ce qui a été pratiquement présenté au même contenu comme étude à travers le Maroc, au niveau international. Il ne faut pas avoir la peur de le dire. Alors, appréhender le management de risque en établissement hospitalier à l'épreuve de la crise Covid, mais de servir dans un premier état. Comment, comme vous l'avez dit, comment cette crise donc, exceptionnelle dans notre histoire moderne a été perçue et comprise par ceux ayant géré. L'objectif recherché est d'identifier quelles ont été les caractéristiques et les particularités, non pas concernant son épidémiologie, concernant ses signes cliniques, logiques, etc., certainement ont été excellemment bien présentés par d'autres auteurs, mais comparés plutôt dans un contexte de comparaison par rapport aux autres crises qu'on a l'habitude de vivre, c'est-à-dire celles qui, de temps en temps, suite à un accident autoroutier, un accident de train, un accident aérien, et une bousculade au cours d'un événement musical, au cours d'un événement sportif, etc. Et la finalité de tout ça, c'était pour mettre sur place, ou avoir la possibilité de mettre sur place une planification. Laquelle planification va assurer la performance hospitalière demandée, exigée, ceci ce domaine-là, mais associé avec une agilité, mettre l'hôpital dans une situation d'agilité, c'est-à-dire pour répondre en cas de besoin rapide. Alors là, les choses se compliquent pour moi parce que la méthodologie que j'avais utilisée, ce n'est pas un retour personnel, parce que j'ai vécu pour la crise sanitaire,
Et ce n'est pas un travail de recherche académique, bon, comme vous savez, ça demande beaucoup de temps, mais plutôt à partir des données secondaires que j'ai pu ramasser, que j'ai pu donc obtenir, mais avec la chance, je ne dis pas le privé, j'ai la chance d'avoir une expérience modeste, tant au niveau médico-chirurgical que médico-administratif, quand il était appelé à assurer des responsabilités à différentes échelles, responsabilités de management de gestion hospitalière. Les résultats, je vais vous les mettre entre les mains maintenant. Alors, cette crise, pour moi, je l'ai vu, ce qui l'a caractérisé, c'est un peu la soudaineté et la gravité. Le premier cas, Covid au Maroc, si on se rappelle bien, c'était le 2 mars, je crois. Et puis, à partir du procès marocain revenu en Italie, c'est le souvenir sont bons. Et puis, la maladie a continué avec la multiplication au rythme, la multiplication des cas identifiés, et de temps en temps l'éclatement des clusters successivement. Et il a commencé à gagner de façon, heureusement d'ailleurs, de façon évidente et selon une évolution en ondulation, il a commencé donc à gagner toutes les régions du Maroc, aucune région n'a été épargnée. Et grâce, je dirais, aux hautes instructions royales, tout semblait maîtrisé, mais à un moment, les choses se sont dégradées, c'était en plein été, les choses se sont dégradées, et le Maroc s'est trouvé en pleine crise. Mais que Dieu merci, grâce aux instructions de Sa Majesté, les mesures qui ont permis quand même de redresser la situation, et le Maroc, dans ce sens, c'était comme un bon exemple. Corée du Sud, l'Allemagne, etc., etc. Et cette situation a fait que certains établissements hospitaliers se sont retrouvés sous tension extrême à la limite de débordement, malgré la reprise totale de leur activité habituelle. D'autres ont été extrêmement chargés, mais avec une certaine marge de manœuvre, contrairement donc les premières, et en fin de compte, relativement protégés parce que soit ils n'ont pas été sollicités, été gardés comme une source, comme une réserve en cas de dégradation, ou en raison de la diminution de la propagation de cette maladie. Alors, si l'hôpital public restait l'élément central dans la prise en charge de cette crise, le système privé, grâce à sa mobilisation et dès le début de la crise, a contribué au maintien de l'équilibre entre l'offre de la demande des soins et les examens du diagnostic. Ça, c'est très important, on doit le signer, pour donner les tests, etc. Deuxième caractéristique, c'est l'inattendu. La crise n'a pas pris la forme, ou plutôt l'hôpital n'a pas vu la forme de la crise telle qu'il était habitué à recevoir ou à gérer. C'était des malades qui arrivaient, un nombre impressionnant d'ambulances, et parfois même des voitures tout court, et le premier lieu d'admission, c'était les urgences. D'abord le drainage, passage au bloc opératoire, et après, les services hospitaliers, rarement, c'était la réanimation. Or, la crise, c'était l'inverse. Les malades arrivaient, d'un seul coup, mais les cas graves qui étaient pris en charge, au lieu qu'ils soient pris donc, c'était les urgences au bloc opératoire, je parle de malades graves, qui étaient donc en détresse, il fallait qu'ils passent directement à la réanimation ou dans les services de soins intensifs. Et là, et après, donc, c'est une hospitalisation d'office en réanimation, parce qu'ils devaient être intubés, ventilés, etc. Et la différence, c'est que ces malades, contrairement aux autres malades qu'on avait l'habitude de dire, c'était du monomorphe. C'était la même chose. Donc, pratiquement, c'est l'oxygène, un traitement, etc. Contrairement aux autres crises où, de temps en temps, c'est des malades de gravité différente et puis de pathologies bien plus complexes et différentes. Troisième caractéristique, je crois, c'est la plus importante. C'est la durée exceptionnelle de 6 jours dans
l'hôpital de ces malades. Dans les crises sanitaires habituelles, le nombre exact et définitif est connu d'emblée. On dit, voilà, il y a un accident de train, il y a un accident de circulation, quelque chose comme ça, et puis on a tant de blessés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On sort son plan d'urgence qui a été préétabli et les malades sont traités comme tels. Et à ce moment-là, aucun problème, le temps est court, la gestion pour la gestion. Contrairement à la crise Covid, qu'est-ce qu'il y avait? On recevait, pas les cycles du malade grave, on refait donc cette première vague de malades graves, comme je vous ai dit, passe en réanimation directement, mais attention, parfois ce n'est pas suffisant, il fallait réquisitionner les urgences, passer les salles de réveil, arrêter le bloc opératoire, et de temps en temps, certains hôpitaux étaient surpris par l'arrivée d'autres malades, et ça ne savait pas peut-être où les mettre. Donc, ce qui va bloquer pratiquement le travail normal de l'hôpital. L'autre, et je crois que c'est la plus essentielle, c'est la plus importante comme caractéristique par rapport aux autres crises, c'est la difficulté de cadrer la crise à cause du tableau clinique des malades. Bon, cette caractéristique a rendu la gestion extrêmement difficile au début de la crise Covid, enfin de l'épidémie Covid. Vous vous rappelez, même à travers chez les télé, les journaux, etc., que la crise est assimilée à une vie banale, c'est simple, certains disaient même libre. Mais de temps en temps, après un certain temps, et on a vu arriver aux urgences des malades graves, on était respiratoires, et cette gravité peut être aussi secondaire parce que les malades arrivent quand même sur leur jambe, mais il arrive à l'hôpital et les priorités se dégradent à l'hôpital. Donc, il y avait donc une sous-évaluation du danger de cette maladie. Donc, aucun cadrage ne correspondant à la réalité. La Covid est à la fois une maladie bénigne, c'est la plupart des cas, mais de temps en temps, il est grave. Et quand les malades sont graves, la mortalité est proportionnelle, je crois, exponentiellement. Donc, cette impossibilité de cadrage est d'âge simple et l'une peut-être des caractéristiques la plus importante et majeure de la crise Covid. Et puis, il y a une autre situation qui a été rapportée, c'est l'impréparation des esprits. Ce n'est pas une préparation intellectuelle, parce que là, les gens qui sont dans l'hôpital, c'est les gens qui ont quelqu'un qui a pour mon maître, professeur Farage, là, il trouve un lot, les médecins, le personnel infirmier, etc. C'est des gens qui ont quand même la tête entre les épaules et ils savent ce qu'ils font. Donc, mais l'absence de signaux forts ou la mauvaise interprétation, ou l'absence d'interprétation quand il existe des signes faibles, la méconnaissance de la maladie, je crois que c'est là-dedans, et l'idée que ça ne passerait pas les frontières a fait que les gens n'arrivaient pas à être préparés, je dirais, viscéralement, pas intellectuellement. Mais une autre chose aussi qui a caractérisé cette crise, c'est la médiatisation intense. Donc, tout ce qui est sur les locales, internationales, etc. C'était aussi une crise médiatique. Voilà. Il a été utilisé tous ces moyens, et particulièrement les moyens qui sont rapides, radio, télévision, etc. Les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, j'arrive, merci madame. Et une crise sanitaire, comme toujours, il exige quand même de la part politique de prendre des décisions rapides pour annoncer ce qu'il a fait. Sinon, les prochaines élections, il risque de ne pas être accepté. Et cette médiatisation avait comme but sur de faire mieux connaître la crise. Ça, c'était important parce qu'au début, pourquoi assister là-dedans? On ne connaissait rien de cette crise, ni du virus, ni de la symptomatologie, ni du pronostic aérien. Aussi, souligner l'intérêt ou l'importance des moyens de protection physique compte tenu de la contagiosité. On a affaire à une maladie contagieuse, on n'a pas un blessé, on n'a pas quelqu'un qui a
qui a été victime d'inondations, mais il y a une contagiosité interne de la maladie issue depuis l'oxymore de protection physique qui vont du confinement qui a été décidé de parmi les grandes mesures à l'occasion de cette crise jusqu'aux gestes barrières. Je ne vais pas revenir là. Et surtout, et on assiste, ce qu'on assiste maintenant, c'est souligner l'intérêt de la vaccination. En l'absence d'un traitement aujourd'hui, d'un traitement anti-Covid. Mais pour le secteur pour les acteurs ayant géré cette crise, cette situation n'a pas toujours été facilitée. Parce qu'il n'a pas été de bonne utilisation. Les plateaux de télévision ne sont pas toujours, je dirais, aptes à lier deux choses, l'incertitude, parce qu'on travaille dans l'incertitude totale, et la pédagogie, parce que les gens ont fait de pédagogie. Parce que parfois, vous venez un médecin, un grand intervenant, médecin, il passe sur le plateau de télévision, et parle, il dit que les choses maintenant s'arrangent, etc. Bon, on peut, par exemple, ouvrir le café, on peut ouvrir le restaurant. Alors, ici, il y a un mélange de rôles. Parce que les gens, mais le lendemain, les gens ne vont rien venir. Parce que ce n'est pas son rôle. Et puis, comme vous avez dit, le problème, c'est les réseaux sociaux. Là, les politiciens, ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, parfois, ils sortent de leur attribution, enfin du domaine de leur attribution. Et un autre caractéristique, parce qu'on n'est pas souvent dans les crises, le rôle de l'expertise scientifique. Vous savez qu'il a joué un rôle fondamental parmi les mesures prises précocement par l'État. Il y a eu c'était la création de la commission scientifique. C'était un outil pour pouvoir appuyer les décisions prises par les politiques. Conclusion. Donc, la crise Covid, comme je viens de le dire, a été soudaine, a été d'une durée exceptionnelle, a été particulièrement difficile à garder, alors que les esprits n'étaient pas prêts. C'est caractéristique, particulièrement que cette crise a été aussi une preuve très difficile pour l'écosystème hospitalier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un triple impact. Un impact sur l'hôpital. Le Covid, bon, je mélange toujours, a eu deux types d'impact au niveau de l'hôpital. Et il y a les structures mises en place pour réorganiser, pour faire face à la fume CDPC, se sont retrouvées plus ou moins sous tension extrême, conduisant jusqu'à l'arrêt total de l'activité. Et c'est un équivalent contrôlé. Les mesures mises en place pour contrôler l'épidémie n'ont pas aussi allongé toujours des choses. Parce qu'on décidait des choses, mais au niveau de pas dans l'activité, on se rend compte que ça entravait l'activité d'autres. Impact sur le personnel, c'est évident. L'exposition à la contamination des professionnels de santé. La littérature est très abondante dans ce sens. Et puis, il y a une surcharge et des conditions dégradées de travail associées à un sentiment d'insécurité, aussi bien pour ce personnel de santé que pour leurs patients. Et puis, le troisième, c'est l'impact sur les patients non-Covid. Les déprogrammations massives des actes et des interventions chirurgicales, ce qui se chiffre à travers, il y a une étude, je vais essayer de retrouver, bon, je vais trouver uniquement dans les références, ça a été évalué, je crois, à 30 millions de déprogrammations et d'annulation d'actes. Et puis, bien entendu, l'exposition à la contamination de ceux admis dans le cadre de l'urgence ou relevant de la pathologie carcinologique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur Mountel. Effectivement, cette crise qui a affecté presque 300 millions de personnes, qui a causé le décès de 5 millions de personnes, est une crise multidimensionnelle. C'est une crise sanitaire, sociale, économique et surtout médiatique, comme vous l'avez souligné. Je passe à professeur Simiani pour parler dans le domaine de la gestion de risque en général, les objectifs qui pourraient
se fixer en organisation ou bien un établissement de soins sont généralement d'ordre préventif, c'est-à-dire agir en amont, se placer en amont par rapport à certains risques afin de réduire la fréquence, l'impact et tout ça. Je vous invite à porter la casquette d'un manager hospitalier pour vous parler de la démarche gestion de risque dans un établissement de soins, dans un hôpital spécialement public-privé, et surtout dans une situation normale, bien sûr, et surtout en cas de pic pandémique. Quelles sont les mesures de gestion de risque concrètes à mettre en place? Merci beaucoup, Nadia. Donc, effectivement, je pense que les orateurs précédents ont suffisamment détaillé la problématique de la gestion des crises, mais cette crise, ils ont été tous d'accord pour dire que cette crise a mis à nu des insuffisances, et je ne parle pas uniquement au Maroc, dans tous les pays, dans tous les systèmes de santé. Elle avait ses particularités, comme on a bien expliqué, de sa spécificité, mais de façon plus générale, la notion de gestion de risque reste, d'abord chez nous, et même dans des pays qui sont un peu plus évolués, un concept très émergent. Donc, surtout, si on réfléchit, en fait, dans la réalité, même si je vais dire quelques mots pour répondre à votre question directement, je vais un peu détailler les différents types de modèles qui existent par rapport au management du risque, mais dans l'absolu, c'est pour nous qui sommes très francophiles en termes de médiatisation, en termes de suivi, on constate, et pas uniquement dans le milieu médical, on le voit même dans les rapports de façon générale, un pays comme la France, qui est comme des pays considérés comme très évolués, et qui a un effort d'énormes et d'échelons. Mais ça n'empêche pas que chaque fois qu'il y a un incident, ça peut être un accident de voiture, je ne sais pas, un acte terroriste, etc., de mettre des nouvelles lois, etc. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire comme anticipation, finalement, tous les modèles aujourd'hui ont tendance, devant la pression médiatique, devant la pression des réseaux sociaux, devant un événement donné, pratiquement de tout laisser de côté et recréer une nouvelle dynamique parce qu'il y a cette pression de dire non, on va faire mieux parce que malgré tout. Alors que la logique voudrait précisément, et ça, c'est, je vais dire, j'ose sans aucune prétention parler de la casquette des managers que je porte dans une structure qui peut être 20 personnes dans une multinationale. Précisément, le rôle du manager, c'est de garder la tête froide et de dire qu'ils ne doivent pas être happés par cette pression médiatique, une pression personnelle, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle, à titre personnel, pour faire une petite parenthèse passant par le Covid avant de revenir à la question, je me rappelle que le premier cas de Covid qu'on avait reçu à la clinique où je travaille, la première réflexion que j'ai à faire, c'est de me déplacer moi-même et à 2h du matin, ça c'est notre habitude, c'est pas ça qui est incroyable, mais c'est surtout tranquilliser le personnel paramédical devant, entre guillemets, le responsable présent, et alors que moi, je n'avais aucune certitude, je n'avais aucune donnée. Mais si le manager se commence à, lui, un peu fabriquer on était au tout début de la pandémie, on ne savait pas si elle était réellement contaminante, on avait des choses, on avait des sortes de contrôle, mais voilà, donc encore une fois, pour dire, je fais cet exemple personnel pour aller un peu plus loin, pour dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on lit dans la littérature, la majorité des systèmes de management du risque dans un milieu de soins, qu'il soit en période normale ou de crise, reste un contexte réactif, qui est déclenché par un événement. Et on a même tendance à oublier tous les plans blancs et jaunes et verts qu'on a mis en place, et on se dirige vers, j'allais dire, le pompier qu'on est à. Alors ça, c'est le côté réel. Alors, c'est de là que beaucoup de pays, beaucoup j'allais dire, de modèles ont été faits,
Et on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle un modèle proactif. Le modèle proactif, c'est un modèle qui est basé sur une création de côté, etc. Et je vais dire quelques mots des différents modèles proactifs qui existent, parce qu'ils ne ressemblent pas tous. L'idée est la même, c'est anticiper, mais comment le mettre en place, là, il y a de grandes différences en fonction des modèles existants. Mais avant d'en donner 2 ou 3 exemples qui sont des modèles, et ce qui nous sert dans notre pays, pour terminer sur ce que je pourrais proposer pour le Maroc, la particularité des modèles proactifs, c'est que c'est des modèles qui sont très séduisants sur le plan théorique, parce qu'on essaie un peu de mettre en place une sorte de carrefour, etc., mais qui sont très difficilement acceptés par les acteurs. Parce que déjà, les gens, j'ai toujours le souvenir, il y a, c'était quoi, presque 15 ans, le jour où j'ai fait ma première réunion pour dire qu'on ne peut pas faire un système de management des risques dans un hôpital comme le CHU sans un système d'information, donc il faut qu'on mette en place un système d'information, c'est la base. Eh bien, la première réaction, c'était mes collègues et parfois même mes patrons, pour certains, qui me disaient: tu nous parles d'informatique, mais tu as dit que toi, tu nous parles. Donc, et moi, j'essaie de le dire, mais pas de parce qu'il y a un système d'information. Parfois, on va commencer. Vous allez vous parler de l'apport de la technologie et bien sûr de la digitalisation dans le processus, que ce soit proactif ou réactif dans la démarche scientifique. Alors, effectivement, encore une fois, je suis un éternel optimiste. Chaque fois que j'ai eu à vivre une crise, j'essaie d'en tirer le positif. Et précisément, cette crise nous a montré des choses. C'est-à-dire, au-delà de l'avoir que du côté négatif, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., elle nous a appris des choses aussi. Elle nous a appris, j'ai entendu tout à l'heure le collègue Mustafa qui parlait comment un petit comité de médecins se sont organisés grâce à la télémédecine. C'est des choses qu'on avait en main, mais qu'à aucun moment, on a, d'ailleurs, je me rappelle, quand on discutait avant le Covid, est-ce qu'une ordonnance qui est écrite et envoyée par WhatsApp, est-ce qu'elle avait de la valeur? On nous disait c'est médico-légal, c'est pas possible, et donc. Mais il y a eu une réaction de la part du Conseil de l'ordre dans ce sens. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà des choses. Aujourd'hui, vu que la télémédecine ou le contact dématérialisé s'est imposé à tout le monde, il nous a permis de sauter une étape de réflexion, de dire donc parce qu'on s'est rendu compte, encore une fois, parce qu'il n'y a pas que de très bonnes solutions et de très mauvaises solutions. Justement, il y a des solutions, et c'est là où les deux modèles, c'est pour ça que moi, je cherche un équilibre entre les deux modèles. Oui, le réactif nous a montré comment aujourd'hui on a pu, grâce à cette réaction des modèles, j'allais dire, de la dématérialisation, on peut aujourd'hui l'intégrer plus facilement dans un processus proactif. En disant, aujourd'hui, pour gérer les prochains risques, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur tel et tel modèle existant, il faut être innovant, il faut aller de l'avant. Peut-être parfois, et moi c'est ce deuxième leçon que je tire de la crise Covid, c'est que la réalité dépasse parfois la réglementation. Et on était obligé de prendre des décisions parfois, même contre, entre guillemets, les procédures officielles, parce que nous n'avions pas le choix. Et après, on a régularisé, tout à l'heure, je pense que ça avait parlé de comment les privés, malgré le fait que ça aurait été interdit à un certain moment, ont pu réagir et anticiper et créer des choses. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire la synthèse et répondre peut-être en concluant sur les modèles qu'on nous dit, sur les modèles à conseiller, pardon. Donc aujourd'hui, on doit prendre des modèles anglo-saxons, si je peux vraiment très schématiser ce que je vais dire, mais c'est à peu près ça. Entre des modèles anglo-saxons très techniques, très réalistes, très pragmatiques, et qui, bien sûr, souvent, pourquoi ils sont pragmatiques et techniques? Parce qu'ils sont poussés
par une logique d'assurance, de coût, de comptabilité, qu'est-ce qu'on dépose. Et entre des modèles plus académiques, je dirais, un peu francophones, qui sont basés sur des règles, des normes, des comités, du clair, du vigilance, etc., mais qui souvent ne sont pas opérationnels, il faut trouver un juste milieu. Et ce juste milieu, pour moi, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, tous les managers au Maroc d'établissements hospitaliers se doivent de considérer qu'on ne peut pas être dans la réaction tout le temps parce que on prend, comme on a dit, heureusement que le Maroc, la crise de a montré que le Maroc a pu réagir, mais on a perdu quand même beaucoup de choses qui auraient pu se faire mieux si on avait un minimum d'anticipation et un minimum d'organisation, j'allais dire, proactive. Mais encore une fois, nous avons appris que de cette crise-là, qu'aujourd'hui, dans tout établissement, il y a des choses qui deviennent quasi nécessaires, un système d'information, une mobilisation, et puis peut-être pour rejoindre le côté, on peut parler, c'est une idée. Moi, ce que je retiens, parce que j'avais la chance également d'être à l'hôpital et de voir comment ça se passe, et bien, cette crise a cassé quelque chose que tous les directeurs, j'en étais un, n'ont jamais pu faire, c'est faire travailler les gens ensemble. Moi, j'ai grandi dans un système dans lequel chaque service fonctionnait par sa propre logique. Et quand on a vu que quand il n'a pas pu faire, par exemple, des services de réception du Covid, il y avait un néphrologue, un chirurgien cardiaque, un traumatologue, et personne ne disait non, mais moi je veux un infectiologue, etc. Donc voilà, ça c'est peut-être le côté positif. Ça a stimulé la synergie des efforts. Si je peux ajouter une chose, ce que moi, pour moi, le facteur très de succès de cette crise qui était vraiment horrible, c'est d'avoir un pilotage au niveau central, plus haut niveau de l'État. Il y a la plus haute autorité de l'État qui était impliquée. Deuxièmement, il y avait un appui, je dirais, territorial. Ça, c'est très important. Sans la force de police, sans les forces auxiliaires, sans l'armée, sans ça, il y a d'autres administrations, de sécheresse. Troisièmement, le rejoindre, peu importe, c'était cette cohésion intra-hospitalière. Ce sont les trois clés, ou les trois choses qui ont fait que là, nous avons bien géré cette crise. Elle n'a pas parlé. Bon, actuellement, je ne suis pas le nombre de Séchalana. Bon, je ne suis pas, c'est pas par rapport à d'autres choses, alors, c'est epsilon. Bon, la matinée, je vais des choix parce que la communauté médicale a payé trop cher. Hein. Le nombre des Séchalana qui est contaminés, c'est horrible à compter. Donc, c'est ce pilotage, il faut que c'est cet appui territorial et cette cohésion. Là, tout ça a fait que comment on appelle ça, les vis ont été desserrées. Et il y a même certains autres qui ont rapporté que la gestion de la crise n'a jamais été aussi facile pour certains hôpitaux que maintenant. On a craché, ça c'est là, les marchés, les râlés, ainsi de suite. Bon, les gens effectivement n'ont pas peur, ou là, je ne sais pas quoi, de dire la vérité. Si moi je suis un service hospitalier de réanimation de jeu, qui va attacher, il n'y a pas pire que ça. Pourquoi on a des choses, ainsi de suite. Et Dieu merci, donc ça a été salvateur, en quelque sorte, pour notre système. Et un élément déterminant de ça, il y a un problème avec les modèles de je suis entièrement d'accord, et je ne peux être d'accord, parce qu'un niveau est exclu, etc. Voilà qu'il y a un problème d'adaptation. Il faut qu'on s'adapte à la situation. Ou l'adaptation, on a 4 types d'armes, ça s'appelle Jinkri, ça s'appelle Jinkri, Il faut apprendre aussi dans la communauté médicale à ne pas être craintif de l'innovation. On a tous peur de l'innovation, on a peur de se jeter dans de nouvelles techniques ou technologies. Donc, il faut apprendre à ne pas être craintif. Merci, professeur, pour ces éclaircissements. Il y a un professeur Bering qui nous rejoint de Tanger. Bonsoir, professeur. Le son, s'il vous plaît. Bonsoir, professeur Bering. Bonsoir, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend très clairement. Merci. Je vous ai déjà présenté, vous n'étiez pas là, vous êtes
professeur en santé au travail et à la faculté de médecine de Rabat. Vous êtes aussi responsable de la santé au travail au Sergio Messina. Bienvenue, professeur Bielli. Comme vous savez, on a trop parlé du patient, on a parlé du point de vue du manager, et c'est le moment de parler du professionnel de santé lui-même. On sait que l'abnégation et l'engagement et le sens du devoir sont des principes fondamentaux de la profession médicale. Et comme vous savez, professeur, que depuis le début de la pandémie, les professionnels de santé étaient le premier rempart contre la propagation du coronavirus. Donc, pour vous, à votre avis, quelles sont les mesures de santé et sécurité au travail à mettre en place dans un établissement de soins, un établissement hospitalier, et là, bien sûr, je parle du secteur privé et du secteur public, afin de rester en conformité avec les règles de santé et sécurité au travail? Alors, est-ce que j'ai le droit de poser une question avant de répondre à votre question? Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous avez commencé de la gestion hospitalière, de tout ce qui est malade et le personnel en second lieu? Moi, je pense qu'en tant que professionnel de santé au travail, ce que j'ai vécu en cette période de Covid, je pense que le personnel mérite énormément de salutations et d'encouragement et d'apaisement parce qu'il y avait tellement d'engagement de leur part qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de souffrances qu'on rencontre. Il y a parmi le personnel des décès, hein, donc on a dénombré un certain Parce nombre. qu'ils sont au service du malade. Donc, je me Oui, suis dit. mais écoute, moi, je parle. Je leur ai posé la question. Oui, je sais. Juste pour vous dire à quel point il faut les réconforter, les remercier parce que ils étaient en guerre contre un germe inconnu, donc tout le monde était perdu. Ils étaient au front, donc et tout le monde sait, donc on a un militaire parmi nous, donc on sait que dans le front, donc tout le monde se bat. Et ce sont les deux, je ne sais pas le second militaire. Hein. Ah, oui. Je suis désolé. Hein. Mais bon, ça veut dire qu'ils étaient au front, donc et il y avait des victimes parmi eux. Donc, bon, c'est pourquoi j'ai posé la question, c'est juste pour dire qu'il faut toujours remercier, on ne pourra jamais les remercier pour ce qu'ils ont fait pour soigner, pour sauver des vies, aux dépens de leur santé mentale et de leur santé physique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a énormément de choses à faire. Et je répète toujours la même phrase, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, on cherche toujours à recruter les meilleurs médecins, les meilleurs infirmiers, les meilleurs techniciens. Et je pense qu'on doit faire la même chose en recrutant les meilleurs préventeurs, les meilleurs médecins du travail, les meilleurs infirmiers, les meilleurs ergonomes pour promouvoir la santé de ces soignants. C'est la même chose pour tout ce qui est technique. Hein. On est en train d'aller chercher les meilleurs IRM, les meilleures techniques de soins. Donc, la même chose, on doit faire la même chose lors de la construction d'un hôpital ou d'une clinique. Donc, il faut aller à mettre à la disposition de nos soignants les meilleurs moyens pour se protéger. C'est vrai, il y a de la réglementation à respecter, mais je pense que sur le plan technique et sur le plan humain, il faut offrir les mêmes services qu'on essaie d'offrir aux malades. On doit offrir les mêmes services au personnel qu'ont les mêmes services qu'on offre aux malades. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public, et sur le plan réglementaire, si on voit le règlement intérieur des hôpitaux, hein, donc il y a un article qui impose un certain nombre de choses à respecter pour le directeur de l'hôpital. Pour les cliniques, c'est la même chose. Il y a le Code du travail qui est là, qui impose à mettre en place un certain nombre de choses, à savoir avoir un médecin du travail, étant donné que la majorité des activités de soins, c'est des activités à risque élevé de maladies et d'accidents du travail. Impose à avoir des comités d'hygiène de sécurité, impose à avoir des fiches d'exposition. Tous ces moyens doivent être mis en place pour élever un peu le niveau de protection de ces soignants.
Ajouté à cela, ce sont des salariés, enfin, des salariés, des fonctionnaires qui travaillent sous stress, qui travaillent dans des conditions parfois difficiles et ils font beaucoup de garde. Il y a un dérèglement un peu de leur vie. Donc, donc, ils font sur le plan du sport, ce n'est pas toujours régulier. Sur le plan de l'alimentation, ce n'est pas toujours régulier. Sur le plan social, il y a énormément de contraintes. Tous ces éléments vont générer un certain nombre de stress en dehors du travail, d'où l'intérêt de promouvoir la santé globale de nos soignants à travers des programmes adaptés aux soignants, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. Il faut, aujourd'hui, je pense que tout le monde parle de l'espérance de vie en bonne santé à l'échelle mondiale. Je pense que nous, on doit aller vers un critère plus intéressant, c'est de parler de l'espérance de vie en bonne santé sur le lieu de travail. Ça veut dire qu'on doit quantifier un peu à partir de quel âge nos soignants commencent à tomber malades pour mettre en place plus de prévention, plus de moyens pour améliorer un peu leur niveau de vie et leur qualité sur le plan santé à travers une carrière professionnelle riche de dévouement et d'abnégation, comme vous avez dit tout à l'heure. Quel est le rôle du médecin de travail dans cette démarche de management de risque dans un établissement de santé public-privé? Donc, est-ce qu'on peut l'assimiler, ce modèle de management de risque, bien spécialement dans la santé, sécurité au travail, à un management de risque qu'on place dans n'importe quelle autre entreprise, ou bien il y a des particularités? Alors, le médecin du travail, c'est la seule personne qui a accès au corps du soignant, c'est-à-dire celui qui a le droit d'examiner, entre guillemets, pour évaluer un peu l'état de santé d'un soignant, par la force de la loi, que ce soit surtout pour le secteur privé ou même pour le secteur public. Maintenant, pour le management du risque, c'est un peu particulier, parce qu'on a tendance à croire c'est que le médecin du travail qui doit tout gérer. Le médecin du travail, il est là pour faire une chose très, très simple, d'apparence, c'est d'avoir une idée sur l'état de santé du soignant, que ce soit physique ou mental, s'il a les compétences. Donc, il peut demander l'avis d'autres spécialistes et en face, il doit avoir une idée claire sur les risques et le degré de maîtrise de ces risques. Parce que travailler, d'accord, mais est-ce qu'on a un poste de travail qu'on a analysé, qu'on a évalué, qu'on a essayé de réduire au maximum les risques dans ce poste de travail et on propose ces données. Normalement, le médecin du travail doit participer à ces évaluations, à ces actions de maîtrise et ces données qu'on va proposer au médecin du travail, qu'il va essayer de créer un équilibre entre un poste qui est globalement, il y a toujours des risques parce que de toutes les façons, un médecin va être exposé à des risques biologiques, il va travailler sur rayonnement, il sera exposé à un certain nombre de produits chimiques, par exemple. Et c'est cette maîtrise du risque associée à une évaluation de l'état de santé, cet équilibre qu'on va essayer le médecin du travail dont l'objectif sur une population d'une centaine de milliers de personnes, c'est d'avoir un minimum d'accidents du travail lors de l'activité professionnelle, mais surtout, ce qu'on néglige, c'est avoir un minimum de maladies liées au travail lorsqu'on exerce au milieu de soins. Ces chiffres-là, on ne les a pas pour le moment parce que sur le plan statistique, ça ne circule pas, mais il faut savoir que sur les 100 000 soignants ou sur les 100 000 travailleurs qui vont travailler dans des postes à risque, il y aura toujours un certain nombre de personnes qui vont tomber malades. Alors, il faut que le management de risque, celui qui va piloter toute cette opération en général, c'est l'employeur, parce que l'évaluation de risque, la maîtrise, ce n'est pas que l'affaire du médecin du travail, mais le médecin du travail reste la pierre angulaire dans le système parce qu'il a accès au corps du soignant, il a les données concernant l'état de santé du soignant et il a l'obligation de proposer au soignant un poste de travail adapté à son état de santé. Et ce poste de travail, pour être plus ou moins adapté à l'état de santé du soignant, il faut une équipe qui va évaluer, qui va corriger, qui va évaluer, qui va recorriger. Et en fonction des situations, il faut toujours être derrière ce poste de travail pour qu'il soit le moins nuisible que possible.
C'est ça le rôle du médecin du travail. Sans l'appui de l'employeur ou du gestionnaire, le médecin du travail et son équipe ne peuvent pas avancer dans ce domaine. Malgré leurs compétences, malgré les moyens qu'on peut mettre à leur disposition, il faut qu'il y ait une association entre la cartographie des risques, la maîtrise des risques et cette relation et l'évaluation des taux de santé qui doit être performante pour pallier et pour réduire au maximum le nombre de malades ou d'accidents parmi le personnel soignant. Merci, professeur Nasser Ben Ali. Professeur Nasser Ben Ali, le mot de la fin en quelques mots. Alors, le mot de la fin, c'est simple. Nous avons besoin de soignants pour rester en bonne santé, simplement parce que la population marocaine est en train de vieillir. Donc, on aura plus de malades, on aura plus de pathologies chroniques. Donc, on aura besoin de soignants qui doivent travailler sur les longues périodes. La retraite aujourd'hui, il est à 62 ans, 62 ans, 63 ans. Les soignants seront amenés à travailler plus. Et c'est pour cela qu'il faut pousser les jeunes générations et les moins jeunes à travailler sur leur état de santé, sur leur sécurité, pour avoir un minimum de malades parmi eux, avoir un minimum de victimes d'accidents de travail parmi eux, pour que le nombre de malades qu'on arrive à prendre en charge soit le plus large que possible dans l'avenir, parce que de toutes les façons, comme j'ai dit, l'espérance de vie augmente. Aujourd'hui, on a 70 ans, mais dans quelques années, ça va passer à 80 ans. Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé va suivre? Aujourd'hui, en France, l'espérance de vie, par exemple, je prends l'exemple de la France parce que on a ce lien un peu de connaissance. Ils sont à 64 ans. Ça veut dire qu'un Français, l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, on l'estime à 64 ans, alors que l'espérance de vie d'une femme française, il est à 85 ans. À partir de 64 ans, les gens commencent à tomber malades. Donc, sur 20 ans, on a besoin de soignants pour les prendre en charge. Donc, on a besoin de soignants qui doivent rester en bonne santé sur une longue période. Maintenant, les soignants, ça reste des êtres humains. Il y aura parmi nous des malades, il y aura des gens qui vont développer des pathologies chroniques, il y aura des gens qui vont être victimes d'accidents de travail, mais on doit les réduire au maximum. Et pour les réduire au maximum, il faut agir en premier lieu sur la source des dangers, à savoir le poste du travail. Le poste du travail, et je dis bien le poste du travail, c'est le problème à gérer en premier lieu pour le mettre à la disposition des soignants des postes ayant un minimum de risque pour un avenir meilleur pour toute la population marocaine. Merci et je vous beaucoup, remercie. Professeur Souih, le mot de la fin en quelques mots. Il faut dire que la crise, quand il y a une crise, il faut en tirer des bénéfices. Donc, notre pays doit en tirer des bons positifs. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, mon ami Siani, cette crise a mis à nu presque tous les systèmes de santé. Alors, il faut bien s'intéresser aux hôpitaux, au ministère de la Santé en général, pour miser des moyens des équipements nécessaires et pour garder aussi un personnel en bonne santé. Merci beaucoup, professeur Souih, professeur Siani, le mot de la fin en quelques phrases. Ça fait plus de 30-35 ans que je suis dans le milieu médical. Et j'ai vu l'emploi sur le plan médical sur le plan de l'évolution du citoyen, de l'attente du citoyen marocain par rapport au système de santé, qui s'est complètement métamorphosé. Et je ne sens choquer personne. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de Marocains qui se contenteraient de dire, suite à une intervention qui se passera bien, ou un incident quel qu'il soit, de dire aujourd'hui, le citoyen marocain exige, et c'est tout à fait à son droit, parfois de manière erronée, parce qu'il n'a pas été suffisamment formé à la culture de santé, mais en tous les cas, aujourd'hui, le médecin, le professionnel de santé se retrouve devant une situation nouvelle qui est presque une obligation de résultat. Donc, tout gestionnaire, toute
structures de soins, qu'elles soient publiques, privées, tout projet dans lequel on va donner des soins aux citoyens marocains se doit d'anticiper au moins cette attente-là. Et cette attente-là se règle par deux problèmes. Une meilleure communication, par deux solutions, pas deux problèmes, par une meilleure communication, un citoyen qui rentre dans votre structure, dans votre cabinet, dans votre consultation, doit bien comprendre, au-delà de l'aspect médical, ce qu'il attend de nous. Donc l'information joue un rôle très important. Et deuxièmement, il faut qu'aujourd'hui, toutes les garanties entre guillemets de procédure de gestion de ce circuit du patient, de son accueil, jusqu'à lui donner un résultat à la fin, soient sécurisées par des processus pour qu'en cas, parce qu'on n'échappera jamais à la complication, on n'échappera jamais à un résultat qui peut ne pas être positif, mais en tous les cas, toutes les garanties que tout ce qui a dû être fait ont été faits. Et donc, aujourd'hui, surtout dans une ambiance où le médecin a perdu un peu de son allure, de son plan social et des réseaux médiatiques, nous oblige à nous protéger aussi bien par la médecine du travail que par la mise, que travailler dans des conditions dans lesquelles il y a une mise en place de procédures qui permettent de protéger le cas échéant le médecin de sa responsabilité par rapport à des résultats qui ne satisferont pas le patient. Merci, professeur Amar Tajib, néphrologue et secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins. Moi, je dirais comme tous les collègues et les amis qu'il faut tirer les bénéfices de cette crise sanitaire, d'autant plus que nous sommes dans une période très importante. Nous sommes sur une nouvelle ère avec les directives royales, avec un grand projet pour l'application du nouveau modèle de développement, avec une vraie volonté de refonte de notre système national de santé. Et donc, cette refonte elle doit tenir compte de cette crise sanitaire pour intégrer plusieurs points qui nous paraissent essentiels, à savoir la généralisation donc, de l'instauration d'une carte sanitaire pour avoir une équité aux soins pour tous les citoyens, pour toutes les zones. Très important de régler la pénurie des ressources humaines. Nous sommes parmi les derniers pays dans le monde. Nous avons à peine 7,3 médecins pour 10 000 habitants. Également, donc, la pénurie concernant donc, le personnel paramédical, des sages-femmes, etc. Et valoriser les médecins de tous les secteurs, régler les problèmes des médecins du secteur public, des secteurs universitaires, régler les problématiques des problèmes des médecins du secteur privé, tout ce qui est AMI, fiscalité, etc. Et instaurer un vrai partenariat public-privé où le grand gagnant, c'est le citoyen. Et puis après, ne pas oublier la digitalisation, qui est un levier de développement, mais pas un frein. Et comme ça a été dit tout à l'heure par mon ami Thomas, c'est qu'on a tendance donc à avoir peur de tout ce qui est innovation. Donc il faut s'ouvrir sur les nouvelles technologies d'information et de communication dans tous les domaines. Et donc restons optimistes. Merci beaucoup, professeur Moudem, C'est très simplement un état actuel des choses doit tout le personnel médical, tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, quel que soit leur instrument, ils doivent, bien sûr, ils sont dotés de connaissances techniques, scientifiques. On fait ça avec la médecine générale, c'est plus de temps, hein, si on réussit chaque année. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le management? Quelles leçons on reçoit pour le management? Quelles leçons on reçoit pour la gestion? Alors que les deux choses ne faut pas aller séparément. Moi, je me rappelle, quand les spécialistes, les chirurgiens, les cardiologues, etc., il est dans son bloc, il est dans sa je ne sais pas quoi, puis un beau jour, l'administration d'appel, il dit bon, on va te désigner d'être au hôpital, on va te désigner chef de service, on va te désigner chef de pôle, tu vas t'occuper de ça. Alors, est-ce qu'il a les outils de management pour exécuter cette fonction? Les choses maintenant ont complètement changé. C'est plus je me rappelle, il y avait le médecin ou le chirurgien qui était médecin chef de l'hôpital, il était chef de service, il était, je ne sais pas, c'est fini ça. Non. Si on veut faire ça, il faut au moins être doté de compétences individuelles.
Il faut ouvrir. Et une autre chose, ça c'est une autocritique à moi, pas à personne. Mon approche, ma réflexion, ça limite peut-être, c'est le fait d'avoir l'approche, c'était les données secondaires. J'aurais souhaité que ma question soit posée comme question de recherche, et puis au niveau, soit pour un master, soit pour un autre. Pourquoi pas, merci Voilà. beaucoup, professeur. On arrive à la fin, en tout cas, de ce webinaire. On passera tout de suite aux questions de participants. Il y a des questions. Chers participants. Celui qui veut poser une question, on n'a qu'à lever la main, on va le... Alors? Abdelali Hatimi veut poser une question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation et je suis toujours en attente d'une réponse à ma question qui était posée par rapport à l'attestation. Est-ce qu'il y aura une attestation de présence, c'est-à-dire pour les doctorants? Alors, pour ma question, je pose une question pour les participants, c'est-à-dire concernant toujours le management des risques. Alors, ma question est, où est-ce qu'on est c'est-à-dire de l'application des démarches qualité au sein des établissements de santé, que ce soit privé ou public? Parce que, comme vous savez, les démarches qualité, elles impliquent ou incorporent des rubriques relatives au management des risques. Et aussi, c'est une obligation légale. Si je me rappelle bien, il y a un article 18 ou 19 de la loi 3409 relatif au système de santé et à la carte sanitaire, c'est-à-dire qui implique l'application des démarches qualité au sein des établissements de santé pour les préparer à l'accréditation hospitalière. Donc, si on adopte une démarche qualité, donc on va instaurer des systèmes pour le management des risques qui seront fiables et efficaces. Au lieu de parler comme ça en général, c'est-à-dire, donc c'est une sorte de standardisation et de normalisation de la chose. Merci pour tout le monde. Merci, M. Hatimi. Oui, je sais que déjà dans le domaine de la biologie, il y a un référentiel qui s'appelle le GBEA. Je pose la question à professeur Amral, est-ce qu'il y a une référentiel de démarche qualité dans les établissements hospitaliers? Comme vous avez dit, cher ami, malheureusement, donc, la loi 3409 qui est relative à l'offre des soins, donc malheureusement, donc, elle n'est pas appliquée. Et ça, c'est un point très important, donc les démarches de qualité. Donc, nous cumulons beaucoup de retard. Donc, la loi, il existe, mais malheureusement, donc, il y a plusieurs articles et plusieurs. Donc, c'est une loi donc, qui est magnifique, il suffit donc de l'appliquer. Nous cumulons, comme j'ai dit, beaucoup de retard. Par exemple, je peux donner l'exemple de la France. Donc, ils ont une loi qui date des années 90, avec une agence qui s'appelle l'ANAES, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé. Et donc, ils ont commencé leur expérience dans les années 90. Donc, les 5 premières années, c'était comme un livre blanc. Donc, ils visitaient les établissements privés et publics. Et donc, ils faisaient donc, une sorte d'audit voilà, pour voir les points d'insuffisance. Et on les montait de 1 à 5 et les points d'excellence. Et donc, une fois ce délai passé, donc, les établissements, que ce soit privé ou public, ils sont obligés donc, de rendre compte. Et donc, je pense aux autorités donc, de passer à l'action et de passer à l'application donc, de tous les articles de ces lois qui sont très intéressants. Malheureusement, nous n'avons pas d'application à ces articles. Il y a d'autres questions? Delma. Madame Delma, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît?
Problème micro, je crois. On passe à Manon. Manon, on passe à Manon. Monsieur Manon, avez-vous... Oui, on vous entend? Ah non, c'est Demba. Demba? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour cette formation, c'est très intéressant. Oui, merci. Je tiens à vous remercier sincèrement et à remercier le professeur qui a mené la discussion sur la santé au travail. Au fait, la discussion a été très intéressante. Vous m'entendez? Oui. Ah, ok, la discussion a été très intéressante et j'ai beaucoup aimé la partie où il parlait de manager le poste de travail. Parce que là où je suis actuellement au Sénégal, le problème, c'est au niveau des risques. Le problème, c'est surtout au niveau des risques hospitaliers. Et il y a beaucoup de maladies et d'accidents liés aux soins. À peu près chaque semaine, il y aurait un accident d'exposition au sang. Et comme je suis au labo, je suis technicien supérieur au labo, mais je fais actuellement un master en management des risques, master qualité, hygiène, sécurité, environnement, quoi. Je veux me spécialiser dans le domaine hospitalier. Donc, c'est un problème sérieux sur lequel on devrait se pencher. À part ça, c'est juste une contribution, quoi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Maman. On passe à la deuxième question. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Hein? Ok, j'ai une question. Oui, allez-y. Ok, j'aimerais savoir, la question est adressée à monsieur l'intervenant. Je n'ai pas eu le temps d'entendre son nom, vu que je vous ai pris en cours. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il propose comme solution pour évaluer déjà l'espérance de vie du personnel de santé. Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place, s'il y a des idées pour évaluer déjà l'espérance de vie du personnel de santé, ainsi que des stratégies aussi pour réduire le risque auquel le personnel soignant est exposé? Voilà, parce que chez nous ici, c'est vraiment récurrent, les accidents, exposition vraiment au sang, il y a beaucoup d'AES. Voilà, je suis sage-femme de profession et étudiante aussi en MBA, management en soins des établissements de santé. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des propositions à faire déjà pour évaluer l'espérance de vie du personnel de santé de 1, et puis de 2, est-ce qu'il propose des stratégies pour mettre en place pour réduire les risques auxquels le personnel de santé est exposé? Merci. Peut-être réagir par rapport à cette question. Monsieur Bellani. Alors, pour l'espérance, il y a deux choses. Hein. Il y a l'espérance de vie en bonne santé et il y a l'espérance de vie en bonne santé sur le lieu de travail. Alors, ça, ce sont les épidémiologistes et les spécialistes de la santé publique qui peuvent faire ça. Hein. En tant que médecin du travail, on peut participer à mettre en place un système pour évaluer un peu ce genre d'indicateurs, mais il faut savoir que ce sont surtout les épidémiologistes et les spécialistes de la santé publique qui ont les compétences pour faire ça. Donc, j'espère que ça sera fait parce que, pourquoi je vous parle de l'espérance de vie en bonne santé en milieu de travail? Parce qu'aujourd'hui, les pathologies chroniques tuent 13 millions de salariés à travers le monde avant l'âge de la retraite. Alors que le travail aujourd'hui tue 2 millions de personnes par an. Ça veut dire à travers un secondaire, donc des décès secondaires en maladies professionnelles. Ça veut dire que les pathologies chroniques tuent 6 fois ce que tuent les maladies liées au travail. Donc, c'est pourquoi je dis il faut que la santé globale du soignant, il doit être un objectif du staff managériel. Il faut on a besoin de ces gens, ce sont des gens importants, ce sont
Comme vous l'avez cité, un médecin généraliste, c'est 8 ans, un médecin spécialiste, c'est 12 ans. Acquérir d'expérience, c'est des années de travail. Tout ça, il doit être accompagné par une prise en charge de la santé globale. Et cette santé globale va nous permettre de prolonger l'espérance de vie en bonne santé de nos soignants. Pour la deuxième question, alors la stratégie, ça dépend. Hein, donc, il faut savoir qu'il y a des standards, il y a des moyens à mettre en place pour évaluer l'état de santé des soignants. Ça dépend donc, si on parle de l'hémodialyse, il y a un certain nombre de choses à faire. Si on est dans un bloc opératoire, ça c'est autre chose parce que les risques diffèrent. Donc, ça dépend de la cartographie des risques et il faut des compétences pour analyser les risques, pour les évaluer et puis pour mettre en place des actions pour réduire le niveau de ces risques. Ça dépend de chaque situation et chaque pays a ses spécificités. Vous savez, un soignant, c'est un être humain dans un poste du travail. Le poste du travail va générer des risques physiques, des risques biologiques, des risques chimiques. Ça, il y aura des postes sur le plan ergonomique qui ne sont pas adaptés. Il y a des risques liés à la sécurité. Mais lorsqu'on va parler du risque psychosocial, ça c'est un autre monde. Et le risque psychosocial aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que la perception du risque de la souffrance au travail. Ce n'est pas la même chose au Maroc. Ce n'est pas la même chose dans un pays, par exemple, comme le Sénégal ou la Namibie. Donc, il y a chaque région du monde a ses spécificités. Donc, les compétences nationales doivent s'attarder un peu à analyser poste par poste pour nous donner aux préventeurs une meilleure cartographie des risques avec une meilleure maîtrise de ces risques. C'est ce que je peux dire à Madame Malo. Il faut voir avec les équipes à l'échelle locale. Merci beaucoup, professeur. Il y a peut-être Rita qui vous posait une question. Rita, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Madame Rita. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette formation qui a été très, très enrichissante et qui nous a permis d'apprendre plus sur le domaine du management hospitalier. Alors, ma question est, est-ce qu'on a pensé à créer des structures ou peut-être des systèmes dédiés aux dommages psychologiques et je dirais psychologiques pour remédier, que ce soit au niveau, que ce soit qui sont dédiés pour les médecins ou pour les patients? Professeur Sfini, peut-être peut-être réagir par rapport à cette question? Bon, aujourd'hui, effectivement, comme sur beaucoup de choses, l'intention est là, mais les textes et la réalité ne suivent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une véritable politique qui est, j'allais dire, structurée pour la prévention et le suivi du personnel de santé. Le personnel de santé bénéficie de certains avantages qui sont liés à la notion de confrérie, de confraternité. Ça veut dire qu'on a tous accès à certaines choses parce qu'on se connaît. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui pour moi me paraît presque, vous parlez de psychologie, mais je rejoins la question d'avant pour faire les deux en même temps. Par exemple, aujourd'hui, le personnel de santé qui travaille dans les structures de soins, qui est assuré en plus, qui est soit la CNSS ou la CLOPS, ne peut pas bénéficier de prise en charge pour des bilans, j'allais dire, annuels, dans le cadre d'un dépistage. Il n'a le droit dans la prise en charge que lorsqu'il est déjà malade. Donc, si demain vous demandez à votre personnel de faire un certain nombre de bilans, et je fais une petite passe à Mme Ranimi qui travaille dans un grand organisme de prévoyance sociale pour expliquer qu'il n'est pas précisément pour la constitution de la vie qui dit qu'il faut protéger peut-être un peu plus ces catégories-là parce que l'État a investi dans ses ressources, dans leur formation. Ben, si vous demandez, je ne sais pas, une colonoscopie de diagnostic dans le cadre d'un dépistage, ben, il n'est pas pris en charge systématiquement. On rentre dans le dossier de remboursement, etc., etc. Bon, c'est la même chose pour répondre à la question de Mme Bubiche, c'est qu'aujourd'hui, créer ne serait-ce qu'une consultation et l'intégrer
dans le processus de prise en charge. Alors, les médecins, en général, entre nous, on n'a pas ce problème parce que entre collègues, on ne se fait pas payer, parce qu'on bénéficie de la gratuité, parce qu'on se connaît. Mais vous imaginez une infirmière ou une aide-soignante qui touche des petits salaires, si on commence à lui faire payer ne serait-ce que la consultation, le diagnostic, le scanner, le truc, etc., eh bien, ça réduit ce dépistage qui dont Signalé nous a montré l'intérêt. Donc aujourd'hui, s'il y a un plaidoyer à faire, c'est intégrer au moins pour le personnel de santé un certain nombre de protocoles de décision à certaines spécialités, à l'âge. C'est vrai que quand on travaille dans un hôpital de réanimation, c'est pas comme on travaille dans un service de laboratoire. Il y a des spécificités, mais nous avons nos amis médecins de travail qui seraient à même de définir un certain nombre de protocoles thérapeutiques, de protocoles de dépistage, pas thérapeutique, excusez-moi, et qui doivent être intégrés dans de l'embauche et dans le suivi des patients. Il n'est pas normal que les entreprises publiques ou privées, ou surtout privées, payent une taxe professionnelle pour la formation, mais qu'ils ne peuvent pas en bénéficier pour la santé de leur propre personne. Sur le plan pratique. Donc voilà, c'est des choses, moi, je pense encore une fois, et c'est ça un peu le message qu'on a toujours s'énoncer. Les idées existent, les compétences existent, on a dans toutes les catégories des personnes qui ont des choses à dire. Malheureusement, pour transformer toutes ces idées-là en des politiques de santé, eh bien, bon, je fais un peu un saut aérien. Moi, je considère que tant qu'on n'aura pas une autre autorité de santé qui est indépendante des politiques gouvernementales qui sont liées à des contraintes, j'allais dire, électorales ou électoralistes, il faut une véritable vision. Et la réussite des grands chantiers qui sont en train d'être lancés ne peut pas se faire sans ces ressources humaines dont déjà on dit, nous sommes en pénurie de ressources humaines, et si on perd en cours de route de 10 ou 15% d'entre eux, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc j'espère qu'à travers ces séminaires, on puisse faire porter notre... Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Notre webinaire arrive à sa fin. Je tiens à remercier tous les participants et on vous donne rendez-vous le prochain mois avec une nouvelle thématique. Je tiens aussi à remercier chaque panéliste et topicistes professeurs pour leurs interventions et à la prochaine session de webinaire, cycle de webinaire avec SSK Paris Campus Lorraine. Au revoir. Merci.